Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Je rencontre avec vous ce matin Julie Colbert, qui est la directrice générale de Centraide des régions Centre-Ouest du Québec. Bon, François, bonjour. Bonjour. Merci de m'accueillir, c'est gentil. Bien, ça me fait plaisir. Ça fait un bout de temps qu'on se connaît. On s'est rencontrés, nous autres, à Saint-Angèle de Laval. Oui. Je pense que tu habites encore là, d'ailleurs. J'habite encore là. Ça fait déjà tout près de 20 ans que j'habite à Saint-Angèle. Bon, mais tu n'es pas originaire de là. Sainte-Gertrude, pas très loin. J'ai jamais été vraiment loin de mon Sainte-Gertrude. Toujours dans Bécancour. J'ai déjà habité Gentilly, mais pas mal tout le temps dans le même. Il n'y a pas eu Saint-Sylvain, à un moment donné? Saint-Ouen-Ceslas. Saint-Ouen, OK. Saint-Ouen-Ceslas. Puis, un bout où j'ai été le plus loin, c'est à Saint-Eustache. Donc, j'ai habité 2 ans là, au début de ma carrière comme enseignante là-bas. OK. Ah, il y a eu ça, il y a eu de l'enseignement. Mais là, les études, en quoi tu as étudié, toi, puis à quel endroit? Toujours à Trois-Rivières, pas OK. très loin encore une fois. J'ai toujours eu un intérêt pour la psychologie, l'enfance, puis aussi l'administration. J'ai toujours eu ces 2 volets-là OK. très forts. Fait que j'ai commencé au cégep à Trois-Rivières en administration, puis j'ai complété en psychologie. OK. À l'Université à Trois-Rivières, j'avais commencé le bac en psychologie aussi, avec un souhait de travailler auprès des enfants. OK. C'était ça mon intention de départ. Et après 2 ans en psychologie, je me disais, bien, il me reste encore 3 ans à faire parce que, bon, il fallait faire sa maîtrise après. Ouais. Puis là, je me disais, bien, j'ai peut-être le goût d'aller dans quelque chose qui bouge un peu plus. Fait que je me suis dirigée en enseignement, en éducation préscolaire, enseignement primaire. Fait que OK. j'ai fait mon baccalauréat pour enseigner avec le souhait d'enseigner en maternelle. OK. Ça a-tu marché, ton souhait? As-tu eu ton souhait? Pas tant, parce Non. que quand j'ai terminé, là, c'était en 91, il n'y avait pas de poste en enseignement. C'est Ça a toute bien la changé. différence du monde, hein? Ça a vraiment changé. Même que j'ai des amis qui avaient terminé en même temps que moi, que ça a pris 10 ans avant d'avoir une permanence, à peu près. Bien, ça, c'est encore pratiquement ça, là. C'est encore long avoir des permanences. Tout le monde peut quasiment accéder, mais avoir sa permanence, ça reste encore difficile, là. Oui, ben oui. Puis moi, ben dans le fond, je faisais de la suppléance. J'avais des petits contrats à 2 jours semaine. Puis je voyais pas le jour où je pourrais travailler à temps plein. Fait que là, j'ai travaillé à l'éducation des adultes à Saint-Eustache, à la OK. polyvalente de Montagne, donc avec des adultes analphabètes. Donc, j'apprenais tout cet univers-là. Ça a été une belle expérience, là, à 20 quelques années. Fait que des enfants aux adultes. Des enfants aux adultes. Puis, ben, après 2 ans, je me disais, là, j'avais la possibilité d'avoir une permanence. Puis là, je me disais, avec mon conjoint à l'époque, on s'installe ici pour toujours ou on retourne chez nous. Puis, on est rentré chez nous. OK. Et là, à ce moment-là, ben, je faisais de la suppléance. Puis, avec ma belle-sœur, on s'est dit, ben, pourquoi pas une garderie? Hein? Oh. Pourquoi pas cette passion-là pour la petite enfance? Puis il n'y avait pas de garderie à Bécancour à ce moment-là, avec une installation. Ouais. Et on a fait ce projet-là, on a bâti ce projet-là là, sur quelques années, puis on a démarré la garderie Les Apprentissages dans le domaine Godefroy. Donc, c'était une garderie pour 60 enfants à l'époque. Ça, c'est celle directement devant l'entrée puis la sortie d'autoroute qui est encore là. Qui est toujours là. Qui avait un beau boisé à côté qui a été rasé à un moment donné. Lui, il n'est plus là. C'est censé pour construire des trucs qui n'ont jamais été construits. Fait que là, c'est juste un terrain en friche. Mais ça devait être agréable comme milieu. C'était-tu dans la bâtisse qui existe encore aujourd'hui? Bien, la bâtisse était sensiblement la même, mais elle a passé au feu je pense que c'était en 2003-2004, mais on reconstruit, cette fois-là pour 80 enfants au lieu de 60. Oh. Fait que ça m'a permis de rejoindre mon intérêt pour la gestion, l'administration, mais tout en étant avec les enfants. Il y avait plein de étais sur le terrain aussi? Oui, okay. oui. Ça a été une belle aventure avec des gens extraordinaires, hein,
les éducatrices à la petite enfance, c'est des gens qui sont dévoués, des belles personnes. Là. J'ai été entourée de belles personnes. Ça a été des belles années. Puis donc, ça t'a survécu, ça, cette Oui, c'est beau, institution-là. hein? Ça, c'est le fun. Oui, c'est beau. Oui, oui, à toutes les fois je passe, là, j'ai toujours une belle émotion. Je trouve ça tout le temps beau de voir Je vais ça. te ramener un peu en arrière. Quand tu en as fait, tu as été en suppléance, là, ça, c'était avant de partir pour Saint-Eustache, c'était à quel endroit? Ça? C'était pour la commission scolaire de la Rive-Reine. OK. Donc, je faisais les écoles primaires du coin, là, donc Saint-Sylvain, Aston Junction, Saint-Angèle. Donc, là où on m'appelait pour faire de la suppléance, dans le fond. Saint-Sylvain, t'aimerais la nouvelle école qui se sont bâties, oui, hein? là? Ah oui. C'est neuf, tout neuf. Ça va être très Ouais. beau. C'est drôle parce que moi, j'habitais Sainte-Gertrude. Ouais. Puis, quand je suis arrivée à l'âge de la maternelle, il y avait trop d'élèves à l'école primaire à Sainte-Gertrude. Fait que c'est pas d'hier. Hein? Ouais. Alors, on est 4 de Sainte-Gertrude à avoir été transférés à l'école primaire Le Rucher à Saint-Sylvain. OK. Puis en première année, je suis revenue à l'école des Pins à Sainte-Gertrude. Puis ma fille, quand elle a eu l'âge d'entrer à la maternelle, on habitait à Saint-Wenceslas. Puis là, il y avait une école de cycle. Alors, les enfants de maternelle, première, deuxième, troisième, allaient à Saint-Sylvain. Donc, elle est allée dans la même classe que moi. Ah, wow. Ouais. OK. Avec peut-être les mêmes professeurs aussi, parce que des fois, Non, il y en a qui ont des là, non. longues carrières. Ça peut Ouais. arriver. Mais j'ai eu mes enfants en tard, ça fait qu'ils étaient retraités rendus là, je pense. Oui. Alors, donc, après les apprentissages, Oui. qu'est-ce qui t'est arrivé? Bien, j'en ai profité pour faire un retour à l'école. OK. En fait, dans le projet de la garderie, ce qui m'avait beaucoup plu, c'était toute la planification, la gestion de ce projet-là. Puis là, je me disais, bien, je vais aller me chercher des outils en gestion de projet. Puis, plus au niveau aussi de la gestion stratégique. Ça fait que je suis allée faire une maîtrise en administration des affaires, le MBA qu'on Ouais. appelle, Ah oui. avec le profil gestion de projet. OK. Donc, puis, on en a profité à ce moment-là on a eu une deuxième fille, tout aussi adorable que la première. Et donc, j'étais à l'école à temps plein, puis maman à temps plein. Puis j'ai fini ça, cette maîtrise-là. Écoute, je pense que c'est au début de ma quarantaine. À mes 40 ans, je pense que je finissais mon dernier examen. Ça, c'était à quel endroit? C'était à Trois-Rivières, à l'UQTR, Ah ouais, ok. toujours à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Puis, tout de suite après ça, ben là, j'ai commencé à travailler plus dans l'univers de la philanthropie. OK. Dans le fond, la philanthropie, c'est l'univers du don. C'est de Les campagnes de financement. Oui, oui, c'est ça. On se rapproche de Centraide, là. On se rapproche. En tout cas, ça a un lien, tout ça. Et j'ai travaillé dans le crédit communautaire. Donc, Oh. c'est le fonds d'emprunt communautaire de la Mauricie, en fait, où on a un fonds. C'est des gens qui vont faire des prêts Pour du microcrédit. pour du microcrédit. Est-ce que ça existe encore? Oui, ça existe encore. Ça s'appelle Fonds Mauricie maintenant. Je pense qu'il y en a un aussi au centre du Québec. En fait, c'est des gens qui n'ont pas accès au crédit conventionnel. Ça peut être un historique Ouais. chômage, aide sociale, ou tu as déjà fait faillite, puis là, tu n'es pas capable d'avoir du crédit conventionnel, mais tu as un fichu beau projet d'affaires. Bien, cet organisme-là vont t'aider à faire ton plan d'affaires, mais aussi vont te prêter, dans le temps, c'était 10 000 qui faisait que ça partait, là, ton financement, puis tu étais accompagné, ce qui faisait que ton taux de remboursement était de plus de 90 %. Donc, Wow. c'est un bel organisme, c'est hyper intéressant. Et j'ai fait quelques années là, et il y a eu une opportunité à Développement économique Canada comme conseillère aux entreprises. C'était un programme de fonds d'aide aux collectivités à ce moment-là. Donc, j'ai fait 3 ans au gouvernement fédéral. C'est une belle expérience aussi, un tout autre univers, là, hein? C'est riche comme milieu. Puis, en 2012, bien, il y a eu 25 % des postes qui ont été abolis. OK. Alors, comme j'étais la dernière entrée, j'étais la première sortie. Et c'est là que je me suis dit, bon, j'ai un petit bout de fait. Qu'est-ce que j'ai Plusieurs aimé? cordes à ton arc, là, parce que, J'avais touché à quelques trucs. Puis je me à disais, la qu'est-ce fois qui me- la formation que tu es allé chercher, mais à la fois les expériences de travail aussi. Là. Ouais, c'est ça. Ça fait que là, je me suis dit, ben, qu'est-ce que j'aurais le goût de faire pour la suite? Et là, est arrivé Centraide. J'ai vu le poste affiché, puis j'ai fait comme, oh, c'est ça que je veux faire. Fait qu'il y a
autant le volet développement économique aussi, ou travailler avec les gens d'affaires pour dire, ben comment on a le goût de contribuer à notre communauté, comment on peut faire pour améliorer le sort des gens chez nous. Et en fait, Centraide travaille avec les organismes communautaires, les faire valoir d'une certaine façon, c'est notre filet social. Alors, il y avait les deux volets qui étaient sous le même chapeau. Ça te rejoignait complètement, tu pouvais te réaliser là-dedans, là, toutes les facettes de ta personnalité. Oui. Y compris professionnelle. Oui. Fait que Centraide, mais quelle Centraide au début? Oui, bonne question. Donc, Centraide Mauricie. Okay. C'est ça que je suis arrivée là-bas en 2012. Et je suis tombée en amour avec cette organisation-là. Évidemment, on fait partie du mouvement Centraide Canada. En fait, il y a tout près de 65 Centraides au Canada, avec toute la même mission, en fait, de vouloir améliorer les conditions de vie des gens les plus vulnérables. On fait de la lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale, les besoins de base, en fait. Puis, on offre la possibilité aux gens de se rassembler autour d'enjeux sociaux puis de contribuer à la hauteur de ses capacités. Parfois, c'est un don en temps, en expertise, en argent. Donc, Centraide au Canada recueille autour de 550 millions chaque année. Donc, on repart à zéro à toutes les années. Et en Mauricie, donc en 2012, pour environ 8 ans. Donc, j'ai été là 8 ans. Et très rapidement, quand je suis arrivée, je me suis dit, oh my God, peu de ressources pour les ambitions qu'on a et pour les besoins qu'il y a dans la communauté. Et j'avais d'autres collègues dans d'autres régions du Québec. Qui se disaient la même chose. Qui se disaient la même chose, parce qu'il y a des centrales dans tous les territoires du Québec. Puis on se dit, comment on pourrait faire mieux pour pouvoir investir mieux et plus? Et c'est là qu'on s'est dit, on pourrait mieux collaborer, on pourrait bien voir comment on peut unir nos forces, puis faire en sorte qu'on se dégage du temps sur des choses qui n'ont pas de valeur ajoutée pour pouvoir aller chercher plus. Alors, commencer un processus de fusion de quelques centraides. Dans notre cas, on est 6 centraides régionaux, donc Abitibi-Témiscamingue, Nord du Québec, Haute-Laurentide, Lanaudière, Mauricie, Centre du Québec et Sud-Ouest, à Vaudreuil-Soulanges, à s'être fusionnés sous une entité qui est maintenant Centraide des régions Centre-Ouest du Québec. Ça fait comme une banane? Oui. Un peu. Dans le fond, on couvre 50 du territoire québécois. Et tout ça dans un esprit d'améliorer notre expertise pour faire croître les investissements sociaux, parce que c'est ça le sens de Centraide. C'est combien qu'on investit, pourquoi, avec qui. Et on s'était donné le pari qu'en s'unissant, on aurait la capacité d'être meilleur, de mieux présenter aux gens ce qu'on fait, qu'on se fasse mieux comprendre pour pouvoir y contribuer. Et ça a marché parce qu'on est rendu, depuis 2017, on est rendu 6 ans plus tard, puis on a connu une belle croissance. Tout en conservant nos marques locales. Centraide Centre du Québec existe encore. Ça prend des gens localement qui connaissent bien leur communauté, les organismes, les enjeux, puis en plus, le réseau socio-économique, si on veut. Tout à fait. Là. Puis, vous, le quartier général, finalement, c'est les services qui sont mis en commun, puis pour faire des économies d'échelle, là, j'imagine que c'est ça le but. Il y a ça, mais c'était aussi beaucoup pour avoir une meilleure expertise sur les enjeux dans la communauté. C'est quoi le portrait, justement, socio-économique? Okay. Est-ce que nos investissements sont vraiment alignés sur les enjeux dans cette communauté-ci, qui est fort différent au centre du Québec, dans certains cas, que l'Abitibi-Témiscamingue. Mais comment on réussit à avoir cette lecture fine-là, des données fiables, pour dire aux donateurs, vous pouvez être tranquille avec votre don parce qu'il est investi au bon endroit, dans des organismes qui sont performants puis qui viennent faire une différence dans la communauté. C'est ça aussi l'esprit de Centraide. Mais ça, avant, chaque Centraide n'arrivait pas à aller chercher ces données-là ou c'était laborieux? C'est laborieux, c'est complexe. C'est des enjeux sociaux qui sont complexes, qui demandent, c'est ça, des données fiables avec des experts. Déjà Statistique Canada, qui en a beaucoup de données, mais souvent c'est
quelques années en arrière, par exemple. Là. Oui, puis on a aussi des partenaires, hein, tu sais, les tables en développement social. On a plein d'experts dans nos communautés. Les CIUS ont toute la santé publique, les ressources qui sont là sont des alliés extraordinaires avec qui travailler pour faire ces portraits-là. Donc oui, chacun le faisait à la hauteur de ses capacités, mais en étant tout de même limité par rapport aux ressources qu'on avait à ce moment-là. Donc, là, on est capable de faire mieux. Il y a des gens qui se spécialisent sur ça. Puis aussi pour tout ce qui est l'aspect développement philanthropique et travailler avec des philanthropes qui ont envie de redonner, puis qui ont envie de contribuer, puis qui se disent, bien, comment je fais ça? Avec qui je travaille? À qui je donne? Mon argent va où? Puis comment on peut faire ça pour réussir à bien investir au niveau social? Ça aussi, c'est une expertise, en fait. Comment il y a de centres-aides régionaux? Il y a 17 régions administratives au Québec. Est-ce qu'à la base, il y avait 17 centres-aides? Oui. Maintenant, il y en a 11. Parce que là, vous êtes regroupés, 6. Et en voyant l'efficacité de votre modèle que vous avez créé, bien, il n'y en a pas tant d'autres qui ont suivi le mouvement. Bien, en fait, au Québec, il y a nous, les 6, quand même, c'était une grande fusion. Et il y a aussi le Bas-Saint-Laurent qui se sont joints à Centraide Québec, je veux dire, Appalaches. Okay. Et ce qui fait que maintenant, on est 11 centraides au Québec. OK. Bien, mais les autres ne voient pas que la valeur que ça a là, de fonctionner. Ben oui, on se voit régulièrement, puis on a le goût de partager nos expériences. Puis notre souci, c'est toujours de voir c'est quoi le meilleur modèle Centraide pour bien desservir la communauté. On sera où dans 5 ans? Je ne sais pas, mais on reste toujours ouvert à ce qui se passe, même ailleurs au Canada aussi, parce que dans les autres provinces, c'est vécu, d'autres fusions, d'autres types de collaborations. Puis l'objectif, c'est toujours de rester à l'affût s'il y a des nouvelles façons de faire, s'il y a des nouvelles idées qui vont nous permettre de mieux accompagner les gens dans nos communautés, bien, on va le faire. On va s'asseoir et on va regarder ça. On a toujours ce souci-là. En plus de 10 ans dans ce milieu-là, quelle évolution tu as pu voir, là, non seulement de l'organisme, mais aussi des besoins. Là, c'est une question très vaste. Là. Mm-hmm. Des besoins sur le terrain. Bien, on l'entend souvent, là, le visage de la pauvreté a changé. Donc, c'est notre capacité à s'adapter aux grandes transformations qui se vivent dans nos communautés et de voir la résilience ou la capacité que les groupes communautaires ont de répondre aux besoins des gens. Donc, en même temps, il y a toujours le même fil conducteur qu'il y a des gens qui ont le goût de s'impliquer et de contribuer au mieux-être de la communauté. Il y a beaucoup, en tout cas, à mon avis, il y a beaucoup plus de bon monde que le contraire. Et le don, bien, ça fait partie de la vie. Et déjà, quand on arrive au monde, s'il n'y a personne qui nous donne du temps, de l'amour à manger... On n'est pas organisé pour survivre, c'est les ça. êtres humains. On ne vit pas s'il n'y a pas de don. Ouais. Et bien, je trouve que puis dans nos régions, le défi, c'est justement développer la culture du don parce que c'est moins développé que dans les... Que chez les anglo-saxons, hein? Voilà. Le mécénat, eux autres, tu sais, c'est vraiment... ils se sont carrément construits des universités, plein d'institutions de cette façon-là. Oui, c'est la culture pas seulement différente. Les grandes familles là, de possédants, mais monsieur, madame, tout le monde aussi, c'est comme largement répandu. Mais on dit tout le temps des Québécois qui sont généreux quand même. Oui, absolument. Oui, c'est beau ça. C'est de voir que les gens, dans le fond, ils ont envie de redonner. Puis on comprend que en fait, c'est une partie de la solution, la philanthropie. Hein. On vit dans une province, dans un pays où l'État contribue quand même à une grande hauteur là, au bien-être des individus. C'est son rôle, en fait.
la santé, les services sociaux, la santé publique. Donc, l'État, par ses différents programmes, contribue. Mais on sait que les besoins sont plus grands que ce que l'État a la capacité de payer ou que l'État choisit contribue. de payer. Ouais. C'est selon. Et la philanthropie vient compléter dans différents secteurs, santé, éducation, culture. Et de notre côté, c'est tout ce qui est lutte à la pauvreté et exclusion sociale. Sans vouloir faire trop de politique, là, c'est sûr que quand on voit l'État investir des milliards dans des grandes entreprises privées, c'est un peu fatigant. Quand on voit tous les besoins qu'il y a sur le terrain, puis que, bon, parce que, en fait, l'État, c'est notre argent qui gère, là, tu sais, c'est les taxes de tout le monde, là. Donc, et de voir que dans quoi les choix peuvent être faits, là, d'investir. Des fois, en tout cas, pour les gens du communautaire, c'est un peu tannant. Oui, hein, ça suscite plein de questions. Puis en même temps, pour nous, c'est aussi... on peut être un partenaire intéressant pour les entreprises qui ont envie de dire oui, on vient s'installer chez vous, mais par contre, on n'arrive pas n'importe comment. C'est quoi votre portrait dans votre communauté? Sont où les besoins? Puis, avec Centraide, entre autres, on peut contribuer, on peut avoir des campagnes en milieu de travail, on peut faire en sorte que vous ayez une trace et une responsabilité sociale dans votre communauté. Parce que je dirais, François, la majorité des gens que je rencontre ont ce souci-là. Les entrepreneurs ont ce souci-là. C'est juste des bons citoyens corporatifs? Ceux que je rencontre, évidemment. Mais je dirais oui. C'est juste que des fois, ils ne savent pas trop comment le faire. Ouais. Ils ne savent pas quels moyens prendre pour arriver à faire ça. Puis ils n'ont pas tout le temps non plus. Ça va vite, hein? Ils ont les mêmes enjeux que tous les autres secteurs, la main-d'œuvre, comment c'est complexe ces années-ci. Oui, les organismes communautaires doivent vous en parler beaucoup. Oui. Il y a tellement de roulements, tu sais, puis c'est difficile de rester fonctionnel quand il y a autant de roulements, même dans les directions, là. Ça, c'est un enjeu. C'est un enjeu majeur. Puis la capacité aussi financière. D'avoir des salaires décents, d'avoir des conditions de travail intéressantes. C'est sûr que les organismes communautaires, c'est clair qu'ils n'ont pas assez de revenus, là. On le sait. Ils font des miracles chaque jour et ils sont en première ligne avec des gens qui sont souvent en détresse, qu'ils n'ont pas accès à rien d'autre comme service, eux, ils les accueillent. Puis on l'a vu durant la pandémie, hein, comment ils ont réussi à faire chaque jour c'est ça, moi je dis des miracles parce qu'ils ont très peu de moyens. Et c'est notre richesse. Hein. S'il fallait que les organismes communautaires disparaissent demain matin, il y a un impact énorme sur notre qualité de vie aussi. C'est certain. Parce qu'ils pallient pour un peu ce qui tombe dans les craques du plancher, ils sont là pour pallier puis pour puis quand on sauver la mise à un moment donné. Quand on a un genou à terre ou qu'on tombe, ça prend un réseau. Hein, ça prend... Oui, parfois la famille, nos amis, c'est super quand on a tout ça, mais des fois aussi, ça prend un intervenant, ça prend, par exemple, un travailleur de rue qui se promène puis qui est en relation avec soit des itinérants ou des gens plus marginalisés. Ça prend des maisons de jeunes pour supporter nos jeunes qui... On le voit, là, il y en a 1 sur 4 qui est en détresse psychologique là, depuis la sortie de la pandémie. On a des centres de ressources pour hommes, pour femmes, toute l'aide alimentaire aussi. Donc, c'est vraiment précieux, tout ce réseau-là. Là, toi, tu es dans l'administration, plus la gouvernance. Tu es plus loin du terrain, je t'entends en parler. Puis, tu sais, tu es au fait de ce qui se passe, les statistiques, tout ça, les problématiques majeures. Ça te manque-tu, ça, ou c'est cette distance-là avec le terrain? Des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, j'ai le goût de... Mais de temps en temps... la main à la pâte. Oui. J'aime vraiment échanger avec les équipes locales qui me racontent comment ça se vit. C'est beau. C'est un bel univers. L'univers du don, là, c'est
Écoute, c'est de la joie, c'est du beau bonheur, les gens qui donnent sont heureux, hein, et les gens qui reçoivent sont dans une gratitude, une reconnaissance. Puis l'année d'après, parfois, c'est eux qui redonnent. Ouais. Alors, ça circule. Je trouve, je dis souvent, on est comme dans les vraies choses. On est dans la vraie vie avec les vrais humains qui sont bons. J'ai l'impression que tu aimes ta job. Ben oui! Oui, Quel je suis aspect, privilégiée. quel aspect t'aimes le plus, mettons? Ben, j'aime toutes les relations qui sont, c'est ça, qui sont vraies, Vrai. qui sont tout de suite, on s'en va Parce que dans les la mêmes valeurs, transparence. parce que Oui. les mêmes buts, finalement, là, quelque part. C'est comme l'essentiel, tu sais, Ouais. dans le fond, vouloir que l'autre réussisse, Ouais. vouloir que l'autre soit bien. Ben, on a sa petite échelle, mais à grande échelle, c'est aussi enrichissant comme métier. Julie Colbert, je te reçois aujourd'hui parce que, ben, on se connaît, mais aussi parce que c'est très impressionnant qu'une petite fille de chez nous, là, dirige, on l'a dit, il y a 11 centraides, donc, puis un centraide regroupé qui en réunit 6. Alors, toi, tu es directrice générale de ça, c'est pas, il n'y en a pas tant, peut-être? Ben, en fait, Est-ce ouais. est-ce que c'est plus, les directions, c'est plus des femmes à centraide ou des hommes? Ou, Oui, ben, je dirais qu'on est peut-être moitié-moitié. Dans le fond, on est 11, 11 directions générales. Québec et Montréal sont des présidents directeurs généraux. Fait qu'on est 9 DG de centraides régionaux. Oui, c'est un beau privilège. Pas impressionnant parce que... Ben, moi, ça m'impressionne. Tu t'es taillé une place, tu es allé chercher des compétences, tu as trouvé l'endroit où tu pouvais les mettre à contribution de la meilleure façon possible pour te réaliser. Moi, je trouve ça impressionnant. Oui, mais la vie m'a gâtée, je pense. J'ai été vraiment privilégiée, puis je le suis encore. C'est comme ça que je le prends, comme ça je le vois. Ben, ça m'a beaucoup appris de te parler, Julie Colbert, Oh. puis je te remercie pour ta contribution à la société. Ben c'est gentil, François. Merci d'avoir pris ce temps-là aussi. Ça a été un beau moment. Un plaisir. Un bel accueil en plus. Merci.